Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous et bienvenue sur Radioactif pour les chroniques du lundi. Je suis Logan, volontaire en service civique, et je suis accompagné d'Anastasia, Zilan et de Inès. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous reparler de l'univers des jeux vidéo, qui, comme vous avez dû le comprendre, est un de mes sujets favoris. Je ne vous en dis pas plus, on découvrira ça ensemble tout à l'heure. Et moi, je vais vous parler d'un des plus grands spécialistes du Muay Thai, Antoine Pinto. Et moi, je vais vous parler du comportement des tueurs en série. Quant à moi, je vais vous parler de la légende de la Banshee. Zilan, je te laisse commencer cette chronique. J'aimerais vous conter l'histoire de Heavy Rain, un jeu vidéo développé par le studio français Quantic Dream. Même si ce studio est désormais très connu dans l'univers des jeux vidéo interactifs, Heavy Rain lui doit principalement sa reconnaissance actuelle. Mais pourquoi ? C'est ce qu'on va découvrir tout au cours de cette chronique. Premièrement, qu'est-ce que c'est Heavy Rain ? C'est un jeu interactif ayant vu le jour en 2010 sur la PlayStation 3. Il fut également édité par Sony, pionnier dans le monde du jeu vidéo. Et le jeu se présente comme un thriller interactif sous forme de film au thème mature et à l'ambiance sombre, dans lequel le joueur est amené à faire des choix qui vont changer le cours de l'histoire. Il existe d'ailleurs 7 fins alternatives différentes. Le récit raconte les parcours croisés de 4 personnages qui enquêtent sur un tueur en série. Le thème central repose sur la question « Jusqu'où irez-vous pour sauver l'être que vous aimez ?» Question posée par le tueur au père de l'une des victimes. Concrètement, de quoi est-ce que ça parle ? L'histoire se déroule dans une ville de la côte est des États-Unis où sévit un tueur en série appelé le tueur aux origamis. Ses victimes, de jeunes garçons entre 9 et 13 ans, sont retrouvés noyés dans de l'eau de pluie 5 jours après leur enlèvement, un origami dans la main et une orchidée posée au corps. Alors que l'enquête de police piétine, une nouvelle victime, le petit Sean Mars, vient d'être enlevé. 4 individus sont plongés dans un contre-la-montre pour retrouver l'enfant perdu et le tueur aux origami. Ethan Mars, un architecte et père de l'enfant disparu, Madison Page, une journaliste, Norman Jayden, un profileur du FBI, et Scott Shelby, un détective privé. Chacun sera amené à se demander jusqu'où il est prêt à aller. L'ambiance du jeu est terrifiante car, comme le titre l'indique, tous ces événements se déroulent lors de pluies impressionnantes. Nous voyons toute l'ambiance du jeu se dégrader et nous ne pouvons qu'espérer que Ethan, le père du petit garçon, réussisse à le sauver des griffes de son ravisseur. Nous apprenons également durant tout le long du récit à découvrir des événements passés qui nous font comprendre le comportement de certains personnages et qui nous font certainement douter de leur culpabilité. Nous vivons la relation père-fils, le suspense et la mort différemment car nous risquons fréquemment de mettre fin à nos personnages. Tout au long du jeu, le joueur n'a pas forcément conscience des répercussions de ses actions, ni toujours conscience de prendre des décisions déterminantes, et certains choix participent à l'identité du personnage et modifient la nature et le ressenti de la scène. La continuité du récit n'est jamais brisée, même après la mort d'un personnage principal, si nous ne réussissons pas à le garder en vie, la trame continue. Le scénario s'adapte au comportement du jeune, contraint d'assumer ses choix jusqu'au bout. Sauriez-vous faire les bons choix afin de résoudre ces meurtres ? Vous ne le saurez qu'en jouant à Heavy Rain. Très bien Zilan, merci beaucoup pour cette chronique. Inès, je te laisse continuer. Je vais vous parler de la biographie d'Antoine Pinto. Antoine Pinto est né en France, dans la ville de Toulouse, avant de déménager avec sa famille en Thaïlande alors qu'il n'était âgé de seulement 11 ans. Ses parents ont pris la décision de s'expatrier dans le sud de la Thaïlande afin d'ouvrir un centre sportif nature et aventure. Dès leur arrivée en Thaïlande, les frères Pinto découvrent le sport national, le Muay Thai. Un peu par hasard d'ailleurs. Initialement un moyen de se faire des amis et d'apprendre la langue, ce loisir se transforme rapidement en réelle passion, puis en travail professionnel. Le Muay Thai a constitué un réel mode d'intégration pour les frères Pinto, à l'époque les seuls occidentaux de leur école. Ils ont fini par progresser et par se faire remarquer par de grands promoteurs à Bangkok, ce qui a permis de lancer leur carrière sportive professionnelle. Antoine Pinto s'est donc taillé une place de choix dans le monde de la boxe thaïlandaise grâce à ses capacités d'adaptation et d'abnégation. Parlant le thaïlandais couramment et vivant en Thaïlande depuis ses 11 ans, il a su conquérir le cœur de ses compatriotes d'adoption qui vouent un culte sans précédent à ces disciplines ancestrales. Les frères Pinto font partie des rares occidentaux à dominer la boxe thaïlandaise. Antoine, connu comme le plus jeune combattant étranger à avoir concouru au prestigieux stade de Lumpini à 14 ans et au stade Raja à 15 ans. Antoine est un des plus grands spécialistes du Muay Thai francophone, de nationalité française.
Il est actuellement l'un des boxeurs les plus respectés de la discipline et jouit d'un statut de célébrité dans son pays d'adoption. Il a un temps moyen de combat de 9 minutes pour une précision de frappe estimée à 53%. Du haut de ses 1m84, il fait partie de l'équipe Thai Fight depuis 2013, lui permettant de représenter la discipline dans le monde entier et au plus haut niveau. Il détient un palmarès de 171 combats pour 133 victoires et 38 défaites, ce qui le classe 9e mondial et 6e national dans la catégorie poids super léger. Il obtient de nombreux titres, ce qui le place au niveau européen et d'autres encore. Un sacré palmarès pour un jeune Français combattant contre des champions de boxe thaïlandaise. À la suite de leur victoire, il n'en fallait pas plus pour faire d'eux des curiosités nationales. Les deux champions sont partout, dans des séries télévisées, des publicités, des défilés de mode et d'autres. Depuis 2017, Antoine Pinto ne combat plus et il a ouvert plusieurs centres de combat, d'entraînement, un peu partout en Thaïlande et ils ont ouvert une chaîne de centres sportifs. À l'heure d'aujourd'hui, il s'est retiré de la boxe thaïlandaise, mais il reste parmi les plus grands combattants de sa génération et a su marquer son histoire et se faire une place dans ce lieu sportif si difficile. Merci beaucoup Inès pour cette chronique. Anastasia, je te laisse la main. Donc moi je vais vous parler du comportement des tueurs en série. Donc un tueur en série, appelé parfois par anglicisme serial killer, est un criminel auteur d'homicides qui réitère dans le temps. Selon la définition la plus répandue, ce type de criminel a commis au moins 3 meurtres dans un intervalle de temps, de quelques jours à plusieurs années. Il semble dans de nombreux cas tirer un certain degré de plaisir du fait de tuer ses victimes. Le meurtrier de type serial est généralement défini comme psychopathe. Il est considéré comme responsable pénalement. Dans de rares cas, il peut être diagnostiqué par l'expertise psychologique comme ayant un trouble de type psychotique. Il est alors considéré comme n'étant pas responsable de ses actes et ne pourra pas être condamné. Un tueur en série se caractérise généralement par le fait qu'il n'existe aucun lien entre lui et sa victime. En d'autres termes, il ne connaît pas sa victime avant de la choisir, d'où une difficulté accentuée par les enquêteurs à retrouver l'auteur des faits. C'est pourquoi policiers et gendarmes vont avoir recours à la technique dite du profilage ou analyse criminelle et comportementale, pour tenter de l'identifier. Ils étudieront notamment le mode opératoire utilisé pour commettre le crime. Cette analyse peut en effet leur permettre de réaliser des rapprochements entre différents homicides commis dans une même région et éventuellement imputables à un même individu. Une recherche plus approfondie en matière psychocriminologique peut amener les enquêteurs à identifier la signature du criminel qui se distingue du mode opératoire en ce qu'elle est inconsciente. Si ce type de criminel semble agir sans mobile apparent, une motivation profonde est pourtant à l'œuvre dans chacun des passages à l'acte. Psychiatres, psychologues et criminologues s'emploient donc à décrypter cette motivation. En effet, le tueur en série ne tue pas par idéologie, même s'il peut parfois sélectionner ses victimes sur des critères ethniques, religieux, sexuels ou autres, par fanatisme et généralement pas non plus par appât du gain. Le moteur du tueur en série est fréquemment le sentiment de toute puissance que lui procurent ses crimes, qui mêlent généralement le sexe et la mort. Il est vrai qu'une forte proportion de tueurs en série a subi des violences ou des agressions sexuelles durant l'enfance. Un meurtrier pourrait être classé au nombre des tueurs en série dès son premier passage à l'acte, s'il est animé par une pulsion spécifique. Dans ce cas, son parcours criminel est interrompu dès le premier meurtre par l'arrestation ou tout autre motif tel la maladie ou le décès. Au regard de cette définition, les terroristes, les criminels de guerre, les tueurs de masse, les tueurs à la chaîne, les tueurs passionnels ou les tueurs à gages ne sont pas considérés comme étant des tueurs en série. Merci beaucoup Anastasia pour cette chronique. Je vais donc conclure avec la mienne pour vous parler de la Banshee. Le mot Banshee signifie femme de la colline féerique ou femme des thermes. Il s'agit d'un être issu des légendes de la mythologie irlandaise. Terrifiante, elle est souvent considérée comme une messagère du monde des morts, appartenant même aux univers surnaturels que les Cid ou fées irlandaises. Elle annoncerait par ses hurlements stridents une mort à venir. Les Banshees peuvent prendre plusieurs formes. Elle est parfois décrite comme une vieille femme d'aspect fantomatique aux cheveux blancs, vêtue d'un haillon. Elle posséderait des mains décharnées, un regard vide et plein de douleur. Sa robe blanche déchirée lui donnerait l'allure d'un esprit flottant, comme si elle ne marchait pas sur le sol. D'autres fois, elle apparaît comme une jeune femme d'une beauté saisissante. Dans certaines légendes, elle peut même prendre la forme d'un animal comme un corbeau ou une martre. Vous l'aurez compris, la Banshee reste dans l'inconscient irlandais une créature multiforme, souvent présentée en tant que figure féminine. Le trait le plus distinctif de la Banshee est son cri perçant, un son qui résonne comme une lamentation ou un gémissement. Aussi, la Banshee est par définition un être en douleur qui manifeste sa souffrance par la véritable cri inhumain.
Ces hurlements seraient d'ailleurs une telle intensité qu'ils blanchiraient les cheveux de celui qui l'entend. Ce cri est censé être la prémonition d'une mort prochaine. Quand quelqu'un dans une maison irlandaise entend le cri d'une banshee, elle est généralement admis qu'un membre de la famille va bientôt mourir. Dans les écrits, on dépeint ces cris comme un savant mélange de hurlements poussés par des enfants, de hurlements de loups, ainsi que des plaintes créées par les femmes en plein accouchement. Ajoutez cela le cri de l'oie sauvage et vous aurez alors une bonne idée de la cacophonie insupportable d'un hurlement de banshee. Beaucoup d'ailleurs l'assimilent à une figure voisine de la grande faucheuse, à ceci près que la banshee ne fait qu'annoncer la mort, elle ne provoque jamais. La légende voudrait également que les grandes familles irlandaises possèdent leur propre banshee. Celle-ci s'annoncerait alors que les morts à venir de membres de la famille est en aucun cas celle d'étrangers à ce cercle familial. La banshee apparaît régulièrement en Irlande, auprès des rivières, des lacs ou des tertres féeriques. Elle est généralement invisible pour ceux qu'elle vient avertir, bien qu'il y ait des histoires de personnages ayant vu une banshee pleurer et se peigner les cheveux avec un peigne d'argent. Elle errerait lors des nuits sombres dans la lande irlandaise, hurlant sa peine et sa douleur. Voilà pourquoi les Irlandais les plus superstitieux préfèrent rester chez eux durant la nuit, une façon d'éviter la confrontation avec une banshee absolument terrifiante. Eh bien, je vous remercie pour ces chroniques du lundi, nous nous retrouverons lundi prochain en compagnie de nos chroniqueurs. Au revoir. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.